Merci pour l'argent, clown, mais ne viens pas. Elena a ri après avoir encaissé mon paiement. J'ai souri et répondu, parfait. Ce soir-là, j'ai annulé en secret tous les virements et j'ai envoyé un avis officiel annulant le mariage. Le jour J, une immense boîte noire a été amenée dans la salle d'événements, silencieuse et vide. Le spectacle a commencé par la suite. Merci pour l'argent, clown. Mais ne viens pas, a ri Elena, sa voix fendant la conversation familiale comme une lame. Je suis resté à regarder le message, avec la notification du paiement encore fraîche en haut de mon écran. 2500 € disparus directement sur son compte pour des articles essentiels pour le mariage, selon ses dires. Essentiels, comme un week-end au spa et des robes de soie assorties pour elle et ses demoiselles d'honneur. J'avais presque l'impression d'entendre son rire arrogant à travers le texte. Parfait, ai-je répondu, souriant à mon écran. Ce n'était pas un sourire chaleureux, ni une expression de pardon. C'était le genre de sourire que l'on offre à quelqu'un juste avant d'allumer une allumette. Pendant qu'Elena et mes parents portaient probablement un toast à leur propre génie, j'étais en train de me connecter à toutes les plateformes de paiement liées au mariage: traiteur, salle d'événements, fleuriste, photographe, et j'ai gelé les paiements un par un, sans remboursement ni avertissement, simplement gelé. C'était plus facile que l'on pourrait le penser quand c'est votre nom qui figure sur les contrats. Étrange chose que la générosité. Les gens adorent tant qu'ils ne réalisent pas qu'elle est accompagnée d'un pouvoir qu'ils n'ont jamais compris. Puis j'ai envoyé le message final. Pas à Elena, pas au chat familial. Je l'ai envoyé à toute la liste des invités. Un simple email en BCC. Objet, mise à jour de l'événement. Le mariage d'Elena et Alejandro a été annulé. Veuillez ne pas vous rendre à la salle d'événement. Plus de détails suivront prochainement. Merci de votre compréhension. Aucune explication, aucune excuse, juste un trou noir là où devait se trouver leur grand jour. Le lendemain, les messages ont commencé à affluer sur mon téléphone. Invité confus. Fournisseur en colère. Elena, silencieuse. Le personnel de la salle a dit qu'il n'avait jamais vu quelque chose de tel. Les chaises encore dans leur plastique, les tables à moitié montées, les fleuristes se disputant sur le parking. Et puis, la livraison est arrivée à l'heure, comme je l'avais organisé. Une énorme boîte noire de 2 mètres de large et 3 mètres de haut a été amenée dans la salle vide et silencieuse sur un chariot. Personne ne savait ce qu'il y avait à l'intérieur. Pas encore, mais il le saurait. Et quand il le saurait, personne ne regarderait plus Elena de la même manière. 2 mois avant que tout n'éclate, j'étais encore l'innocent qui croyait que venir en aide à la famille avait de l'importance. Elena avait planifié son mariage comme s'il s'agissait de l'événement de la décennie. Elle voulait une salle personnalisée, une robe de créateur, un gâteau spectaculaire, tout parfaitement digne d'Instagram. Et à qui se tourna-t-elle pour obtenir de l'aide? À moi, parce que j'avais un emploi stable, que je ne me plaignais jamais, qu'il savait que j'avais des économies, que j'étais le fiable. Cela a commencé lentement, quelques centaines d'euros ici et là. Tu peux couvrir le dépôt, je te rembourserai avec le prochain salaire. Juste un coup de main pour le photographe. Maman a dit qu'elle le partagerait. Chaque fois, une nouvelle promesse, un nouveau mensonge, et chaque fois, je me disais que c'était de la famille. C'était Elena, ma petite sœur, mais au fond, je savais la vérité. Javier, bien sûr, avait son propre poison. Il ne demandait pas d'argent directement, il l'exigeait. Les vrais hommes ne lésinent pas avec leur famille, disait-il une fois après que j'ai hésité à lui prêter une carte de crédit pour une petite urgence. Isabelle jouait à la martyre silencieuse. Ce n'est que jusqu'après le mariage, soupirait-elle comme si elle portait le poids du monde, alors qu'elle permettait à une fille adulte gâtée de jouer son jeu. Les autres étaient pires. Mes cousins faisaient des blagues lors d'un barbecue familial. L'un d'eux a dit assez fort pour que tout le monde entende: quand Elena va-t-elle m'être sponsorisée par mon grand frère sur les invitations? Ils ont tous ri. Même Elena. J'ai aussi ri. Un rire tendu, faux, comptant à rebours depuis 10 pour ne pas balancer une bouteille de bière à l'autre bout du jardin. Puis est arrivé le pire. La situation a explosé une nuit quand Elena a posté une photo d'elle tenant la robe de mariée sur mesure, 8000 € de dentelle et de fantaisie. En dessous, elle a écrit « Merci à ceux qui ont rendu cela possible. Je n'aurais pas pu le faire sans mes incroyables amis et mon futur époux. » Aucune mention de moi, même pas une étiquette. Je suis resté à regarder l'écran pendant longtemps,
ressentant quelque chose dans ma poitrine se tordre et se déchirer. Je n'avais pas seulement donné de l'argent, j'avais payé cette robe. Quand je l'ai confrontée à ce sujet, Elena a ri. Oui, elle a vraiment ri et a dit, « Détends-toi, ce n'est pas comme si ça avait de l'importance. Tu es juste le porte-monnaie, pas l'ambiance, et mes parents. » Javier m'a tapé dans le dos et a dit, « Eh bien, fils, tu ne peux pas acheter l'amour. Apprends ça avant de finir seul. » C'était sa vision de moi, un clown qui payait la note et restait à l'écart des photos. Puis tout a empiré. 2 semaines avant le mariage, j'ai remarqué qu'il manquait 10 000 € sur mon compte courant. Un virement non autorisé. Devinez à quel compte il était lié? À celui d'Elena. Quand je l'ai confrontée, elle a dit que c'était une erreur, qu'elle pensait que c'était son propre compte et que, de toute façon, qu'est-ce que ça pouvait faire puisque je gagnais si bien? De toute manière, je me suis figé. Ce n'était pas seulement une impolitesse, c'était du vol. C'était une trahison enveloppée d'un faux sourire et de faux ongles éclatants. Je l'ai raconté à Isabelle. Elle m'a fait taire. Ne gâchons pas le mariage avec des drames. Je l'ai ensuite dit à Javier. Il a aboyé. Tu es un homme adulte qui pleure pour quelques euros. À ce moment, j'ai réalisé que j'étais seul et que cela faisait longtemps que c'était le cas. L'humiliation publique. Le coup fatal est arrivé une semaine avant le grand jour. Elena a publié un TikTok. Je ne savais même pas qu'elle m'avait filmé. C'était moi, attendant devant une boutique de robes de mariée, le sac contenant sa robe dans la main, mal à l'aise, balayant mon téléphone. Elle avait ajouté une légende, « Quand ton sponsor de mariage est ton frère #merci pour large ». Cela a rendu viral. Des dizaines de milliers de vues, des centaines de commentaires se moquant de ce frère pathétique qui payait tout. Même un collègue de travail m'a reconnu. « Et, c'est toi ?» m'a écrit un collègue accompagné d'une capture d'écran. Je suis resté engourdi, puis quelque chose en moi s'est figé. La preuve. Cette nuit-là, alors que je parcourais son application de planification de mariage qu'elle avait laissée ouverte par accident sur mon ordinateur portable, j'ai trouvé tout. Des tableaux montrant exactement comment elle répartissait l'argent du sponsor entre ses amis et ses journées au spa. Des discussions de groupe où elle m'appelait plan B et distributeur automatique. Des notes vocales plaisantant sur la façon dont elle pourrait pleurer faussement si jamais je devenais suspicieux. Ce n'était pas un moment isolé. C'était délibéré, c'était répété. Voici la vraie nature du plan. J'ai tout téléchargé, chaque conversation, chaque note vocale, chaque reçu. Ensuite, je me suis appuyé sur ma chaise, regardant la fenêtre sombre avec les lumières de la ville scintillant comme des étoiles indifférentes. Et j'ai décidé, ils voulaient un clown? Parfait. Je leur donnerai le meilleur spectacle du monde. La préparation du déclin. Les paiements finaux pour la salle d'événement devaient être réglés 2 jours avant le mariage. Devinez quelle carte était enregistrée? La mienne. J'aurais pu tout annuler facilement, mais cela aurait été de la miséricorde. Je voulais qu'ils voient tout se désintégrer. Au lieu de cela, j'ai gelé chaque paiement. La salle d'événement gelée, le traiteur gelé, le fleuriste gelé, le DJ gelé. Je n'ai pas appelé, je n'ai pas expliqué, j'ai simplement laissé le silence s'installer. Pendant ce temps, j'ai envoyé le message aux invités, mariage annulé. Veuillez ne pas assister, et j'ai organisé une dernière livraison à la salle d'événement. Ils pourraient voir l'énorme boîte noire. Tous la verraient et, quand ils l'ouvriraient, quand la vérité s'échapperait comme de la fumée d'un tour de magie raté, ils sauraient exactement qui avait tiré le rideau. Et ce ne serait pas le clown, mais l'architecte de leur propre humiliation. Le matin du grand jour d'Elena était gris et sans vie. Un présage qu'elle ne pourrait même pas ignorer. Je suis arrivé tôt, non pas en tant que frère, ni comme invité, mais en tant qu'architecte de son humiliation parfaite. La salle d'événement était étrangement silencieuse. Des rangées de chaises blanches vides, des tables à moitié montées, des centres de tables fanées abandonnés par des fournisseurs non payés. Il n'y avait ni rire, ni conversation, ni défilé d'invités arrivant, seulement le vent frais et une tension si épaisse qu'elle était palpable. Elena marchait de long en large près de l'entrée en portant sa robe de dentelle à 1 000 €, tenant son téléphone contre son oreille, la panique marquée sur chacun de ses mouvements. Sa voix se brisait dans le hall désert. Où est tout le monde? Où sont-ils? Elle rappelait encore et encore, chaque appel sans réponse grattant un peu plus sa raison. Javier s'est approché, rouge de colère,
en hurlant après la coordinatrice de l'événement. C'est de votre faute. Vous avez fichu en l'air quelque chose. La coordinatrice, une femme fatiguée qui semblait détester son travail plus que jamais aujourd'hui, secoua simplement la tête. Non, monsieur. Nous avons reçu l'avis d'annulation de l'événement hier. Nous avons informé les fournisseurs et publié l'avis. Elena se tourna vers elle en criant. Quel avis? Qui l'a envoyé? Je suis resté en arrière, observant tout cela comme un spectateur tranquille dans une bataille de gladiateurs. Et alors, le clou du spectacle. Un camion de livraison s'arrêta à l'entrée. Tout le monde resta figé. 2 hommes en uniforme noir descendirent avec précaution une énorme boîte mate sur un chariot. 2 mètres de large, 3 mètres de haut, sans étiquette ni marque. Le visage d'Elena se déforma dans un mélange de confusion et de terreur. Qu'est-ce que c'est? Ravière cria aux hommes. Eh bien, ça ne nous appartient pas, emportez-le. Mais les livreurs l'ignoraient car j'avais signé l'ordre de livraison. Ils ont placé la boîte juste au centre, sous l'arche de mariage vide. La foule, ceux qu'il en restait, le personnel de la salle, des fournisseurs confus, les 2 demoiselles d'honneur d'Elena, atterrées regardaient, paralysées en silence. Puis, le mécanisme à l'intérieur de la boîte cliqueta. Le panneau avant explosa dans un grand bruit, et d'un saut, un clown totalement déguisé éclata de la boîte. Cheveux rouges sauvages, immense costume à pois, un sourire monstrueux peint sur le visage. Dans une main, un énorme panneau en carton. Mariage annulé. Dans l'autre, une corne de brume. Le clown lâcha une puissante note et se mit à rire. Non seulement à rire, mais à éclater de rire. Un rire maniaque, incontrôlable, perçant, qui résonnait dans la salle vide comme la malédiction d'un fantôme. Elena recula, titubant, une main gantée se portant à sa bouche. Non, non, chuchota-t-elle. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Elle se retourna frénétiquement vers Ravière, puis vers Isabelle, puis vers les demoiselles d'honneur. Mais il n'y avait plus personne vers qui se tourner. Il n'y avait ni invité, ni applaudissements, ni musique. Juste le clown dansant en cercle manique autour de son mariage détruit, le panneau brandi au-dessus de sa tête. Ravière tenta de se jeter sur le clown, mais glissa sur le chemin en pierre et tomba face contre terre. Isabelle commença à pleurer, s'enfonçant dans l'une des chaises vides. Elena resta simplement là, pétrifiée, les yeux vitreux et la bouche ouverte dans un cri silencieux. Je faisais un pas en avant, calme, délibéré. Tu cherches tes invités, lui ai-je demandé d'une voix basse mais claire. Elle se retourna vers moi, furieuse, brisée. Toi, tu as fait ça. Je haussai les épaules. Qu'est-ce que j'ai fait? Alerter qu'il y avait un cirque sans chapiteau? Leur dire que le spectacle avait été annulé parce que la star principale était une fraude? Son maquillage coulait sur ses joues, formant de gros ruisseaux noirs. La robe à 1000 € semblait maintenant un costume bon marché pour une fête d'Halloween. Le clown recommença à sauter, faisant retentir la corne de brume avec une joie irresponsable. Le moment final. Elena poussa un cri primal, animal, qui jaillit de sa poitrine et lança son bouquet au clown. Elle rata de beaucoup. Le clown fit une révérence théâtrale en continuant de rire. Puis il fit une roulade sur la pelouse, saluant comme un artiste quittant la scène. C'était fini. Pas avec une explosion, ni une excuse murmurée, mais avec un cri. Un clown et une fille brisés dans une robe blanche sale, seuls sous une arche vide. Je me retournai et m'éloignai, le son de ce rire hystérique et creux me suivant comme une bande sonore. La fin parfaite pour une pièce qui avait été orchestrée contre moi depuis le début. Mais maintenant j'étais le metteur en scène et leur spectacle avait été annulé. Je ne suis pas resté pour voir l'effondrement final. Ce n'était pas nécessaire. Il y a des choses que l'on sait simplement en flamboie, même en leur tournant le dos. Cette nuit-là, j'ai consulté mon mobile juste une fois. Des dizaines d'appels manqués d'Isabelle, plusieurs de Ravière. Elena avait laissé toute une série de messages vocaux allant des supplications aux menaces. Règle ça. Je vais te poursuivre en justice. S'il te plaît, tu ne comprends pas. Tu restes mon frère. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, je suis resté assis à la table de ma cuisine, dans le petit appartement que je préparais déjà à quitter, à observer les lumières de la ville scintiller dehors. Il y avait quelque chose de libérateur dans le silence, dans le fait que, pour la première fois en des années,
je ne pouvais pas être atteint par les conséquences. Dans les jours qui ont suivi, leurs histoires ont commencé à changer. Elena a publié des messages critiques en ligne. Parfois, la famille te trahit de la pire façon. Javier a partagé sa version dans quelques groupes Facebook. L'argent rend les gens fous. Nous pardonnons, mais nous n'oublions pas pardonner. J'ai ri. On te vole ton portefeuille, on te frappe au visage et ensuite, ils te demandent de t'excuser pour leur avoir fait du mal. Mais le retournement, c'est que personne ne se souciait vraiment d'eux. Il n'y avait pas de sympathie massive pour eux, pas d'indignation. La plupart des gens sont passés à autre chose dès le lundi. Le mariage n'était un grand événement pour personne, sauf pour Elena et ses délires de grandeur. Mon propre plan. J'ai passé cette semaine à faire quelque chose de mieux. J'ai démissionné de mon travail. Je suis entré dans le bureau de ma chef, j'ai laissé une lettre de démission soigneusement pliée sur son bureau et j'ai dit. J'en ai assez que les gens se moquent de moi. À partir d'aujourd'hui. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait mieux que ce que je disais. J'avais déjà organisé quelque chose de différent, une petite opportunité dans une région rurale de Castilla-La Mancha. Rien de tape à accent Graveleuil, juste un contrat tranquille pour l'entretien de propriété dans un village au bord d'un lac que personne n'avait jamais entendu nommer, mais c'était le mien, ma décision, mon nouveau départ, le retournement inattendu. Je pensais que c'était tout jusqu'à ce que la lettre arrive. Une semaine après la non-mariage, une lettre usée a glissé sous la porte de mon appartement. Pas d'expéditeur, juste mon nom. À l'intérieur, une courte lettre imprimée d'Alejandro, le presque époux d'Elena. Je me suis lourdement affalé dans ma chaise en la lisant. J'ai supposé que ça t'intéresserait de le savoir. Je n'ai jamais été amoureux d'elle. Elle m'a fait chanter pour que je m'engage. J'étais sur le point de me rétracter, mais ensuite j'ai su ce que tu as fait. Tu m'as sauvé. Je suis parti. Je suis parti du village. Ne me cherche pas. Mais merci. Chantage. Ce mot résonnait. La loi 3 fois. Alejandro n'était pas ce faible sans colonne que je pensais. Il était piégé, manipulé, tout comme je l'avais été pendant des années, sauf que sa chaîne était ornée d'un diamant étincelant. Et d'une certaine manière, malgré toute ma rage, malgré les débris que j'avais laissés derrière moi, j'avais également sauvé une autre personne sans même le vouloir. Les derniers efforts de la famille. Ce même jour, Isabelle a rappelé. J'ai finalement répondu. S'il te plaît, dit-elle immédiatement, sans salut, sans respiration. Elena ne va pas bien. Elle ne mange pas, elle ne dort pas. Elle dit que tu as ruiné sa vie. Tu dois arranger cela. Ce n'est pas mon cirque, ai-je dit calmement. Ce ne sont pas mes singes. On aurait dit qu'elle s'était attendue à ce que je sois son frère. Isabelle avait laissé tomber sa façade de fausse inquiétude. Tu crois que la laisser dans cet état te rend meilleur? J'ai souri, même si elle ne pouvait pas me voir. Cela ne me rend pas meilleur, ai-je dit. Cela me rend libre. J'ai raccroché. J'ai bloqué leur numéro, changé mon adresse email, supprimé les anciens chats familiaux. J'ai signé le nouveau contrat de location. Le dernier mouvement. Avant de quitter la ville, j'ai fait une dernière halte. La banque. Vous voyez, quelques mois plus tôt, lorsqu'Elena était occupée à collecter de l'argent pour son mariage de fantaisie, elle avait également convaincu mes parents de garantir un prêt avec mon nom comme garantie d'urgence. Ils pensaient que je ne m'en rendrais jamais compte. Ils pensaient que je serais toujours là pour les sauver. Ils avaient tort. J'ai remis à la banque une pile de documents, des preuves de fraude, un retrait de consentement, une demande d'enquête complète. Leur petit château de cartes financier était sur le point de s'effondrer d'une manière qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. La base même sur laquelle ils avaient construit leur vie, mon pardon, mon silence, ma disposition à nettoyer leur désastre, avait disparu. Maintenant, ils devraient vivre parmi les décombres. Un nouveau départ. 2 semaines plus tard, je me tenais sur un petit porche surplombant un lac argenté, sans mobile qui sonnait, sans messages urgents, sans larmes factices, juste le vent dans les arbres et le premier parfum de l'automne dans l'air. J'ai signé les documents finaux ce même matin. L'entreprise d'entretien était officiellement à moi, vieille, un peu usée, mais honnête. Et avec elle venait une petite cabane, rien de luxueux, mais solide. J'ai déménagé ce même jour. J'ai chargé tout moi-même, boîte après boîte. Aucun objet de ma vieille vie n'a franchi le seuil.
Quand j'ai fini, j'ai changé mon numéro de téléphone, je l'ai imprimé, je l'ai encadré et accroché au-dessus de la porte. Juste au-dessus, un petit panneau en bois que j'avais sculpté moi-même. Interdit aux clowns. 3 mois plus tard, une lettre sans nom sur l'enveloppe, mais remise à la main. Je l'ai ouverte sur le porche de ma cabane, sous un ciel teinté d'or et de bleu. À l'intérieur, une seule feuille de papier. Tu devrais rentrer chez toi. Elena est en thérapie maintenant. Elle te pardonne. Isabelle dit que Noël ne sera pas pareil sans toi. Ravière dit que nous avons tous fait des erreurs. Je l'ai lu 2 fois. J'ai ri 1 fois. Elle me pardonne? Il ne comprenait toujours pas. Je ne cherchais pas le pardon. Je ne demandais pas une place à leur table pourrie. J'ai construit ma propre table et je n'avais pas de place pour des voleurs, des menteurs ou des personnes qui ne m'aimaient que lorsque mon portefeuille était ouvert. La dernière épreuve. Par curiosité, j'ai vérifié discrètement mon ancien compte Facebook depuis un profil anonyme. Elena avait de nouveau publié une photo d'une triste scène de Noël avec la table à moitié vide. La légende disait, certaines personnes choisiront toujours l'orgueil plutôt que la famille. J'espère que tu es heureux. En dessous, Ravière avait commenté, pardonne et oublie, même quand on t'abandonne. Isabelle avait ajouté un emoji triste. Il continuait de jouer la même chanson brisée. Il continuait de réécrire l'histoire avec la même encre bon marché, prétendant que aimer signifiait obéir. Il continuait de prétendre que s'il pleurait suffisamment, je reviendrais à genoux pour réparer le désastre qu'ils avaient eux-mêmes créé. La réalisation est venue alors que je compris enfin. Ce n'est pas que je les haïssais, ce n'était même pas que je ne les aimais pas. Ils aimaient simplement ce que je pouvais faire pour eux. Ils aimaient mon silence, ils aimaient ma culpabilité. Sans cela, ils n'étaient rien. Et je n'étais pas brisé. Je n'avais plus besoin d'une guerre, je n'avais plus besoin de m'expliquer à des gens qui avaient construit toute une vie dans laquelle je n'étais qu'un plan de secours. Je ne les haïssais même pas. On ne peut pas haïr un trou noir pour tout absorber. C'est simplement ce qu'il fait. Il suffit de s'éloigner suffisamment pour que sa gravité ne vous atteigne pas. Le geste final. Cet après-midi-là, j'ai fait une promenade jusqu'au petit village tranquille, le genre d'endroit où les gens se disent bonjour et le ressentent vraiment. Je me suis arrêté au bureau de poste local. J'ai complété un formulaire simple, un nouveau nom sur la boîte aux lettres, sans adresse de renvoi. Puis je suis allé à la quincaillerie. J'ai acheté un nouveau cadenas pour ma grille. J'ai accroché un petit panneau en bois sculpté à la main sous la boîte aux lettres. Simple. Clair. Propriété privée. Interdit aux clowns. Un couple de personnes âgées a ri en le voyant. L'un d'eux a hoché la tête et a dit « Bonne politique ». J'ai souri, passé mes mains dans les poches de ma veste et regardé le lac argenté s'étendre sans fin et libre. La conclusion inattendue. Le jour où j'ai terminé de m'installer dans ma nouvelle vie, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un appel. Pas d'Elena, pas d'Isabelle, pas de Ravière, mais d'Alejandro, le presque fiancé, l'homme que, sans le vouloir, j'avais sauvé. Il n'a pas dit grand-chose, juste qu'il était maintenant quelque part en Asturie à travailler dans le bâtiment. Heureux, il m'a remercié. Il a dit que le jour où j'ai annulé le mariage était le jour où il a retrouvé sa vie. Il m'a souhaité de trouver la paix aussi. Puis il a raccroché, sans long discours, sans promesse de rester en contact. Juste 2 hommes, en réalité des étrangers, unis par une simple vérité. Parfois, tu ne fuis pas le cirque, parfois tu mets le feu. La dernière pensée. Je n'étais plus en colère, ni triste, ni amer, j'étais tout simplement arrivé à la fin. Et tu sais quoi? Il s'avère que la paix ne vient pas avec des feux d'artifice ni de grands gestes. Elle vient dans les moments silencieux, dans le fait de savoir que tu n'es plus le foule de personnes. Je n'étais pas le clown, je n'étais pas le spectacle secondaire, j'étais l'homme qui a brûlé la tente, semé du sel sur la terre et s'est éloigné en sifflant. Parce que parfois, survivre ne suffit pas. Parfois, la véritable victoire consiste à devenir si intouchable que personne n'ose jamais reconstruire une cage pour toi.